L'onde de choc planétaire après la capture de Nicolás Maduro. Elle est audacieuse sans aucun doute. D'ailleurs, d'un point de vue strictement militaire, elle a été techniquement réussie. De ce point de vue-là, effectivement, c'est un très grand succès. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Maduro et ne peut que s'en réjouir. Monsieur Maduro est un dictateur et par ailleurs, je me réjouis que quelqu'un qui en effet favorise le trafic de drogue en Europe puisse aujourd'hui être mis en état de nuire. Le monde entier devrait se réjouir. Un dictateur est tombé. Ma question, c'est en quoi on respecte le droit international lorsque les peuples n'ont pas le droit de disposer eux-mêmes de leur souveraineté. Vous confondez à peu près tout et n'importe quoi. L'opération américaine relève de ce qu'on appelle un acte d'ingérence. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. We're going to spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Quand on dit c'est une violation du droit international, ok, mais quand Maduro vole une élection, il n'y a pas une violation du droit international. Ce que Trump a fait, c'est que justement, lui, il a imposé, il a appliqué ce droit international. Je ne veux pas parler du Groenland. Parlons plutôt du Venezuela, de la Russie, de l'Ukraine. Nous nous occuperons du Groenland dans environ 2 mois. Parlons du Groenland dans 20 jours. 20 days. À toutes les Françaises, à tous les Français, je souhaite une très belle année 2026. Le 30 décembre 2025, pour bien finir l'année, une journaliste de CNews, chaîne de télévision dite d'information du groupe Bolloré, a déclaré: heureux comme un juif en France, c'est dire comme on se sentait bien quand on était juif en France. Eh bien évidemment, c'est plus du tout le cas. Il est facile de vérifier que la réalité est un tout petit peu plus contrastée en consultant par exemple l'article de l'encyclopédie en ligne Wikipédia sur l'antisémitisme sous la Troisième République, qui rappelle notamment que l'antisémitisme français à la fin du XIXe siècle était, je cite encore, remarquable par son activisme et sa popularité, comme le prouve le nombre impressionnant et la virulence des publications antisémites en France, dont en particulier le pamphlet d'Édouard Drumont, La France juive, publié en 1886 et réédité en 1892, et son journal La Libre Parole. Ce même article précise que pendant cette période, et particulièrement au paroxysme de l'affaire Dreyfus, de graves émeutes antisémites ont eu lieu dans plusieurs villes françaises, comme Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris, où des groupes pouvant compter jusqu'à 1 millier de personnes se sont attaqués à des boutiques tenues par des juifs. Si en cette fin du XIXe siècle, encore sous le choc de l'humiliation de la perte de l'Alsace et la Lorraine, la France fait face à une très forte montée du nationalisme, elle affronte aussi un violent déchaînement d'antisémitisme. Contrairement à ce qu'affirme CNews, quand on était juif en France au XIXe siècle, on était donc quotidiennement confronté à des déchaînements de haine antisémite, et on aimerait évidemment savoir ce qui motive les commentateurs qui suggèrent aujourd'hui qu'un tel environnement était synonyme de bien-être. Les juifs en France ne se sentent pas en sécurité. Ils traduisent, je crois, le sentiment de la communauté juive. Et Emmanuel Macron le balaie d'un revers de main. D'abord parce qu'on voit très bien que vu ce qu'il fait sur le domaine intérieur ne fonctionne plus. Il essaye de s'étendre sur le domaine extérieur, notamment avec cette reconnaissance de la Palestine il y a quelques mois. Je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron participe activement depuis 2017 à l'antisémitisme d'importation depuis 2017 en faisant venir des millions d'antisémites potentiels depuis le monde arabo-musulman. Il y a une lâcheté de la part de nos politiques qui ramifie l'Occident vers une réelle islamisation, vers un réel califat qui est en train de s'installer petit à petit, qui grignote nos territoires, qui oblige nos filles à ne pas sortir parce qu'elles risquent de se faire piquer. Moi, je mets tout cela en perspective. Le 3 janvier, les États-Unis d'Amérique, manifestement décidés à signifier au monde que l'année 2026 ne serait pas moins consternante que l'année 2025, ont bombardé le Venezuela et kidnappé son président Nicolás Maduro et son épouse, tuant au passage plusieurs dizaines de personnes. En France, les réactions politiques et médiatiques à ces violations caractérisées du droit international et de la Charte des Nations Unies ont été quelque peu étonnantes, pour ne pas dire complètement sidérantes. Comment qualifieriez-vous cette opération d'arrestation de Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines, audacieuse, risquée, folle ?
Elle est audacieuse, sans aucun doute. D'ailleurs, d'un point de vue strictement militaire, elle a été techniquement réussie. Le premier élan d'Emmanuel Macron, chef de l'État français, a été de poster sur les réseaux sociaux un message dans lequel il s'abstenait soigneusement de condamner l'agression états-unienne contre un État souverain, mais où il écrivait, je cite, « Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. » Fin de citation. Quelques heures plus tard, Macron a ensuite écrit dans un nouveau message que les Vénézuéliens pouvaient, je cite toujours, compter sur l'appui de la France pour porter la voie d'une transition pacifique, démocratique et pleinement respectueuse de la volonté souveraine du peuple vénézuélien. Puis enfin, 2 jours plus tard, il a déclaré, durant le Conseil des ministres, pour rappeler la position de la France, qui est claire. D'une part, nous défendons le droit international et la liberté des peuples. La France soutient toujours la souveraineté populaire. Tout est donc faux et mensonger dans ces diverses déclarations du chef de l'État français, puisque nous savons d'une part qu'il a volé le résultat des élections législatives de 2024 pour conserver le pouvoir et qu'il ne respecte donc ni la volonté du peuple ni la souveraineté populaire, et d'autre part que la France ne défend absolument pas le droit international et la liberté des peuples, puisqu'elle vend par exemple des armes à certains des pires tyrans de la planète, qui les utilisent parfois contre leur propre population, et qu'elle a continué jusqu'à l'automne dernier à livrer à Israël des composants pour drones pouvant être utilisés par l'armée israélienne à Gaza, où cette armée a déjà massacré plus de 70 000 Palestiniens depuis le mois d'octobre 2023. Pendant qu'Emmanuel Macron racontait ses bobards, la presse et les médias mainstream ont quant à eux rivalisé de créativité pour minimiser la gravité de l'agression états-unienne et de l'enlèvement d'un chef d'État en exercice par une puissance étrangère, qui a par exemple été présentée par France Info comme une simple capture. La capture du président Maduro. Comme si le président vénézuélien était une espèce de délinquant en cavale, pendant que le Figaro acclamait de son côté ce kidnapping, qualifié, je cite, de magnifique opération. Donald Trump, il a cette capacité qui est tout à fait extraordinaire de l'extérieur, c'est de faire tout en même temps et de faire tout très vite, et de la part de certains, ce qui est désagréable, de faire tout très bien. Parce que dans cette opération, quand même, l'exécution de l'appareil militaire américain, elle est extraordinaire, et la qualité du renseignement, elle est tout aussi extraordinaire. Oui, mais on n'est pas en train de regarder Rambo. Le 3 janvier toujours, après avoir lui aussi parlé de frappe d'envergure et de capture, puis d'exfiltration du président Nicolás Maduro et de son épouse, plutôt que d'employer des gros mots comme bombardement meurtrier ou kidnapping, le journaliste Bruno Jeudi, directeur délégué de l'hebdomadaire La Tribune Dimanche, a quant à lui expliqué avec beaucoup de gravité qu'en perpétrant ce coup de force contre le Venezuela, les États-Unis ouvraient une boîte de Pandore dont Pékin pourrait se prévaloir pour attaquer Taïwan, dont Moscou pourrait se prévaloir pour attaquer les pays baltes, ou dont Tel Aviv pourrait se prévaloir face à Téhéran. Et là encore, c'était une façon quelque peu étonnante de tordre la réalité, puisque dans le monde réel, Israël, par exemple, n'a bien sûr pas attendu que les États-Unis bombardent Caracas pour s'autoriser à bombarder l'Iran, mais aussi le Liban et la Syrie. Écoutez, si Israël défend l'Occident dans le monde, au Proche et Moyen-Orient, excusez-moi, c'est un très mauvais défenseur des dites valeurs occidentales. Aujourd'hui, on déclare que Israël a le droit de se défendre alors que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui a l'arme nucléaire et c'est Israël qui se comporte de façon guerrière avec tous ses voisins. Enfin, Israël attaque le Liban, Israël attaque la Syrie, Israël est en train de commettre un génocide à Gaza. C'est aussi Israël qui a été attaqué le 7 octobre. D'accord, on ne peut pas écrire toute l'histoire à partir du 7 octobre. Le 6 janvier, le journal Le Monde a encore une fois publié une chronique de son éditorialiste politique Françoise Fressoz, déplorant une fois de plus, et comme elle le fait régulièrement depuis plusieurs années, que l'Assemblée nationale soit, je cite, dominée par les extrêmes. Pour cette journaliste militante, qui ne range donc pas dans cette catégorie une droite dite républicaine qui n'en finit pourtant plus de se radicaliser. Cette société a engendré une fabrique de barbares. Les mots ne sont pas trop forts. Les extrêmes sont d'une part la France insoumise, qui est un parti de gauche antiraciste, et d'autre part le Rassemblement national, qui est un parti d'extrême droite xénophobe cofondé notamment par un ancien Waffen-SS. Cette classification est fausse et mensongère, puisque la France insoumise, dont le programme est très classiquement social-démocrate, n'est pas un parti d'extrême gauche, mais un banal parti de gauche, comme l'a rappelé le Conseil d'État dans un avis daté du 11 mars 2024, qui soulignait d'autre part que le Rassemblement national, quant à lui, devait bel et bien être classé à l'extrême droite.
En méconnaissant cet avis et en suggérant qu'une formation de gauche antiraciste serait aussi extrémiste qu'un parti d'extrême droite xénophobe, Le Monde, une fois de plus, entretient volontairement, à 15 mois d'une élection présidentielle dont la plupart des sondages suggèrent qu'elle pourrait être remportée par le Rassemblement national, une confusion qui profite évidemment à ce parti d'extrême droite, dont l'extrémisme bien réel, confirmé par le Conseil d'État, se trouve ainsi relativisé et par conséquent minimisé. Je veux bien qu'on s'acharne sur LFI, et vraiment, évidemment... On s'acharne pas, on dit les choses. Mais on devrait, si on le fait pas, on devrait, parce que ces gens-là n'aiment pas la France, ils n'aiment pas nos institutions. Gauthier Lebret, il n'aime pas Noël, il n'aime pas les sapins de Noël, il n'aime pas les barbecues, il n'aime pas Miss France, il n'aime pas le Tour de France, ils n'aiment pas Sardou, enfin, ils n'aiment pas ce que nous sommes. Ils ont pas d'humour. Oui. Ah non, mais ils sont pas drôles du tout. Ils ont pas d'humour. Je suis bien d'accord. Ils sont pas ouverts d'esprit. Je suis d'accord. Ils sont méchants, pardon. Ils sont terriblement méchants. Ils sont extrêmement méchants. Le 8 janvier, Le Figaro, le journal du groupe Dassault, a publié un article déplorant, je cite, que le coût des niches fiscales dépasse désormais 100 milliards d'euros par an, alors même, se désolait l'autrice de ce papier, que le gouvernement avait promis de réduire le nombre de ces avantages fiscaux qui permettent à certains contribuables de réduire le montant de leurs impôts. En ce mois de janvier 2026, Le Figaro s'alarme donc du coût excessif des niches fiscales et regrette qu'elles soient encore si nombreuses. Mais si on remonte un peu le temps, on découvre assez vite que ce journal n'a pas toujours fait preuve du même niveau d'exigence. En novembre 2020, par exemple, il se désolait qu'un plafonnement des niches fiscales ait été mis en place et qu'un foyer fiscal ne puisse plus réduire son impôt que de 10 000 euros en cumulant plusieurs de ces niches. Mais il se rassurait en constatant que plusieurs dispositifs permettaient d'échapper à ce cadre un peu trop restrictif et permettaient de bénéficier d'une défiscalisation bien plus importante. 3 ans plus tard, en mai 2023, le même journal, regrettant que de nombreux Français oublient chaque année de profiter de ces avantages, adressait à ses lecteurs cette recommandation pressante « N'oubliez pas vos niches fiscales qui peuvent vous faire économiser plusieurs centaines d'euros ». Et en novembre 2024, il leur offrait de nouveaux conseils pour bénéficier au maximum du plafonnement des niches fiscales. Fin de citation. En somme, avant de se désoler en 2026 de ce que les niches fiscales coûtent si cher aux contribuables français, Le Figaro a passé de longues années à enseigner aux contribuables français l'art délicat de profiter au mieux des niches fiscales. Pour le dire autrement, le journal du groupe Dassault a aidé à creuser dans les finances publiques le trou de 100 milliards d'euros dont il déplore aujourd'hui que personne ne veuille leur boucher. Mais après tout, pourquoi se gênerait-il, puisque personne ne s'étonne de cette élasticité journalistique? Vous connaissez sûrement l'expression « l'hôpital qui se moque de la charité ». Bah là, vous en avez un bel exemple. Le 9 janvier, 10 jours après le début de la révolte populaire en cours en Iran, l'éditocrate Bernard-Henri Lévy, qui répète depuis 2 ans qu'il n'y a pas de génocide à Gaza, Israël n'est pas coupable de génocide, a posté sur X, ex-Twitter, un message expliquant que le soulèvement des Iraniens était, je cite, « la plus grande révolution démocratique depuis la chute du mur de Berlin » et demandant pourquoi l'opinion publique regarde ailleurs. Dans le monde réel, personne ne regarde ailleurs et tout le monde suit évidemment avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Iran. Ce qui est vrai en revanche, c'est que l'opinion publique a probablement compris que les négateurs du génocide en cours à Gaza, qui prétendent soutenir le soulèvement du peuple iranien après avoir refusé de nommer pour ce qu'elle était l'entreprise d'extermination des Gazaouis, sont dans le meilleur des cas de pitoyables tartuffes. Je pense que l'objectif d'Israël, pour autant que je le comprenne, c'est en effet de contraindre ce régime à renoncer à l'arme atomique, de détruire ses capacités de la produire dans les années qui viennent, et probablement, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, de voler au secours des opprimés d'Iran. Voilà. Ce régime iranien menace seulement Israël ou menace le monde? Ce qui fait que finalement Israël serait en train d'essayer de se débarrasser de ce régime pour l'ensemble de l'humanité. Moi, je pense depuis le premier jour que toutes les femmes et les hommes libres du monde devraient dire merci à Israël. Le 9 janvier toujours, on a appris que Vladimir Wauquiez, frère du député républicain Laurent Wauquiez, allait se présenter aux élections municipales de mars 2026 à Roanne, dans le département de la Loire. 3 jours plus tard, le 12 janvier, on a appris que Baptiste Wauquiez, le fils de Laurent Wauquiez, allait se présenter aux élections municipales au Puy-en-Velay, dans le département de la Haute-Loire. Au moment où cette chronique est enregistrée, on ne sait pas encore si Titus Wauquiez, le chien de Laurent Wauquiez, va se porter candidat dans le Puy-de-Dôme ou dans le Cantal. Merci d'avoir suivi cette chronique, bonne année à tous et surtout la santé. Quelle indignité.